Bonjour à tous, je vous présente le cours sur le pharynx. On commence par la définition. Voilà sur ce schéma qui est une coupe sagittale de la tête et du cou. Je vous montre le pharynx, donc le voilà, avec ses trois étages, étage supérieur, moyen et inférieur, en avant duquel on trouve successivement les fosses nasales, la cavité orale et le larynx. Le pharynx est un segment du tube digestif qui relie la cavité orale à l'œsophage. Le pharynx est le deuxième segment du tube digestif. Il relie la cavité orale à l'œsophage. C'est un conduit musculo-membraneux. Donc sa constitution est à la fois musculaire et membranaire. Il est impair, donc on a un seul pharynx. Médian occupe le centre et il est vertical. Ses limites, donc il est étendu de la base du crâne jusqu'à la partie supérieure du cou où il se continue par l'œsophage. Il est étendu de la base du crâne jusqu'à la partie supérieure du cou. Le pharynx est un carrefour aérodigestif. Voilà le pharynx, dans lequel s'entrecroisent les voies aériennes et les voies digestives. C'est un segment du tube digestif, mais il appartient aussi à l'appareil respiratoire. Pourquoi? Par lequel passe l'air des fosses nasales au larynx. Donc dans le pharynx s'entrecroisent les voies aériennes qui véhiculent l'air des fosses nasales vers le larynx puis la trachée et les voies digestives qui conduisent les aliments depuis de la cavité orale vers l'œsophage. Donc le pharynx est un carrefour dans lequel s'entrecroisent les voies aériennes qui véhiculent l'air et les voies digestives qui conduisent les aliments. Pour ses fonctions, donc c'est un élément de l'appareil digestif, il participe à la déglutition. C'est un élément aussi de l'appareil respiratoire, il participe à la respiration et il a aussi un rôle dans la phonation. Sa situation. Donc le pharynx est situé successivement en arrière des fosses nasales, de la cavité orale et du larynx. Voilà le pharynx. Donc il est situé successivement en arrière des fosses nasales, en arrière de la cavité orale et en arrière du larynx. Il occupe la partie postérieure de la loge viscérale du cou. Ça, c'est une coupe horizontale au niveau du cou. Voilà les viscères du cou en avant, représentés par le larynx, la partie initiale de la trachée cervicale, et la glande thyroïde. Donc le pharynx se trouve en arrière d'eux.
Donc, il occupe la partie postérieure de la loge viscérale du cou. Voilà la situation du pharynx en avant du rachis cervical. Donc, le pharynx est situé en avant du rachis cervical, en avant des vertèbres cervicales. Ses limites. Donc, la limite supérieure, on a la base du crâne. La limite inférieure, l'œsophage. Donc le pharynx se continue par l'œsophage. Exactement au bord inférieur du cartilage cricoïde, à la hauteur de la 6e vertèbre cervicale. Donc sa limite supérieure, c'est la base du crâne. Sa limite inférieure, c'est l'œsophage, le début de l'œsophage, au niveau de la 6e vertèbre cervicale, à la hauteur, donc au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde. En arrière, on a la région prévertébrale, c'est-à-dire en avant des vertèbres cervicales. En avant, les limites antérieures, donc le pharynx, il s'ouvre de haut en bas dans successivement tout en haut la cavité nasale ou les fosses nasales, la cavité buccale et le larynx. Donc cavité nasale, cavité buccale et larynx représentent la limite antérieure du pharynx. Latéralement, de part et d'autre, le pharynx est limité par les branches montantes de la mandibule. L'os mandibulaire, c'est celui-là, c'est le seul os mobile de la face. Il est formé en avant par un corps et de part et d'autre, c'est un os qui est impair. Donc, il est formé au milieu par un corps et de part et d'autre, on a deux branches montantes, une droite et l'autre gauche. Ce sont des branches verticales. Elles représentent la limite latérale du pharynx. Et aussi, toujours latéralement, on a la région carotidienne, dans laquelle on a des éléments vasculo-nerveux. Carotidien, on l'a appelé carotidien par rapport aux artères carotides. La forme, toujours, ça c'est une coupe frontale de la tête et du cou. Donc le pharynx, voilà le pharynx, il a la forme d'une gouttière, comme vous voyez, une gouttière verticale qui est ouverte en avant. Donc ça, c'est sa paroi postérieure. Donc ici, tout ça, c'est le pharynx qui se continue par l'œsophage. Donc sa paroi postérieure, on la voit ici, et il est ouvert en avant. Il s'ouvre dans la cavité nasale, dans la cavité buccale et dans le larynx. Les dimensions, donc la longueur du pharynx est de 15 cm. Le diamètre transversal, il est de 5 cm au niveau du rhinopharynx, 4 cm au niveau de l'oropharynx et 2 cm au niveau du laryngopharynx. Donc le diamètre transversal diffère de haut en bas. Le diamètre antéro-postérieur de l'avant vers l'arrière est de 2 cm. On passe à la configuration interne. Donc la morphologie intérieure du pharynx permet de le subdiviser en 3 segments. Voilà, on voit ici le pharynx.
Ça, c'est sa paroi antérieure qui est ouverte. Et ici, on a sa paroi postérieure qui est normalement fermée. On a dû l'ouvrir pour qu'on puisse voir ce qui est en avant. Donc ce schéma montre la base du crâne et le pharynx après avoir ouverture de sa paroi postérieure. Donc normalement la paroi postérieure du pharynx est fermée. C'est une gouttière verticale qui est ouverte en avant. Donc ça, c'est sa paroi antérieure qui est ouverte dans la cavité nasale, dans la cavité orale et dans le larynx. On a 3 segments ou 3 étages. L'étage supérieur rhinopharynx, l'étage moyen oropharynx et l'étage inférieur laryngopharynx. Rhino par rapport aux fosses nasales, oro par rapport à la cavité orale, laryngopharynx par rapport au larynx qui est situé en avant de lui. On commence par le rhinopharynx. Il est appelé, donc voilà, toujours la coupe sagittale. Donc tout ça, c'est le pharynx. On se base juste sur le rhinopharynx. Donc voilà, ça, c'est le rhinopharynx. Et voilà, ça, c'est le rhinopharynx. L'étage supérieur du pharynx, appelé encore cavum. Donc c'est la partie toute supérieure du pharynx située en arrière des fosses nasales. Ses limites, il s'étend de la base du crâne, sa limite supérieure, jusqu'au voile du palais. Le voile du palais, c'est le palais mou. Donc on a le palais qui est le toit de la cavité orale, est dur en avant, il est osseux, et il est mou en arrière. Il représente le voile du palais. Voilà cette coupe sagittale qui montre donc les limites des 3 étages du pharynx. Voilà, on a le pharynx ici, les fosses nasales, la cavité orale qui est occupée par la langue, le larynx. Et ici, on a les vertèbres cervicales. Donc, la limite supérieure du rhinopharynx, c'est la base du crâne. La limite inférieure, c'est le voile du palais ou le palais mou. Le rhinopharynx présente plusieurs parois. Donc, la paroi supérieure, elle correspond à la base du crâne, exactement au corps du sphénoïde et au processus basilaire de l'occipital. L'os sphénoïde et l'os occipital sont des os du crâne. Donc, la paroi supérieure du rhinopharynx, elle est osseuse, elle répond à la base du crâne, spécialement au corps de l'os sphénoïde et au processus basilaire de l'os occipital. Cette paroi, bien sûr, elle est tapissée par une muqueuse. Dans sa muqueuse, on trouve la tonsie pharyngienne. La tonsie pharyngienne, comme la tonsie palatine au niveau de la cavité orale, donc la tonsie pharyngienne est un organe lymphoïde qui intervient dans la défense immunitaire, intervient dans la défense contre les agents pathogènes. La paroi postérieure, elle est verticale, elle fait suite à la paroi supérieure. Donc ça c'est la paroi supérieure et ça c'est la paroi postérieure qui fait suite à la paroi supérieure. La paroi antérieure, la voilà, elle est ouverte. Elle communique avec les fosses nasales
par les couanes. Donc les fosses nasales communiquent en arrière avec le rhinopharynx par ces deux orifices, deux ouvertures qui s'appellent les couanes. Les parois latérales du rhinopharynx, donc de part et d'autre, présentent un ostéum, présentent un orifice qui est appelé ostéum pharyngien de la trompe auditive ou de la trompe d'Eustache. Au niveau du rhinopharynx, de part et d'autre dans les parois latérales, on trouve un ostéum qui correspond à la trompe auditive ou la trompe d'Eustache. Cette trompe est un conduit qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le rhinopharynx. Je vous explique sur ce schéma. Ce schéma montre l'oreille avec ses trois parties, oreille externe, oreille moyenne et oreille interne. L'oreille moyenne communique avec le rhinopharynx par cet élément qu'on appelle la trompe auditive ou la trompe d'Eustache. C'est un conduit qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le rhinopharynx. Cette trompe d'Eustache donc s'ouvre au niveau des parois latérales du rhinopharynx. Donc on a deux trompes d'Eustache, donc deux orifices dans chaque paroi. Voilà, ce qui explique la complication des rhinites ou des rhumes par des otites moyennes. L'otite moyenne, c'est-à-dire c'est l'inflammation, otite, c'est l'inflammation de l'oreille. L'otite moyenne, c'est l'inflammation de l'oreille moyenne. Comme il y a une communication entre le rhinopharynx et l'oreille moyenne, les rhinites, l'inflammation du rhinopharynx, peuvent se compliquer par une otite moyenne. Toujours dans le rhinopharynx, on a maintenant la paroi inférieure. Donc la paroi inférieure du rhinopharynx, voilà tout le rhinopharynx, sa paroi inférieure, elle correspond à la face supérieure du voile du palais. On passe à l'oropharynx, deuxième étage. C'est la partie moyenne du pharynx située en arrière de la cavité orale. Voilà l'oropharynx, étage moyen. Ses limites, il est situé entre le voile du palais, là où se termine le précédent, et le bord supérieur de l'épiglotte, le bord supérieur du cartilage épiglottique. Toujours, ce schéma montre les limites. Voilà l'oropharynx. Limite supérieure, c'est le voile du palais, et limite inférieure, c'est l'épiglotte. Comme le rhinopharynx, l'oropharynx a aussi des parois. Donc la paroi supérieure de l'oropharynx, elle est formée par le voile du palais. C'est la face inférieure du voile du palais. Voilà. L'oropharynx. Donc sa paroi supérieure est formée par le voile du palais. Sa paroi antérieure, la paroi antérieure de l'oropharynx, communique avec la cavité orale par l'isthme de Gauzy. On dit que la cavité orale s'ouvre en arrière dans le rhinopharynx par l'isthme de Gauzy, ou
L'oropharynx est celui-là. Il communique avec la cavité orale par l'isthme de Gouzi. Les parois latérales de l'oropharynx. L'oropharynx, c'est le fond de la gorge. Donc les parois latérales de l'oropharynx, au niveau de laquelle s'implantent les piliers du voile du palais. Le voile du palais a des piliers. Ces piliers s'implantent latéralement de part et d'autre au niveau des parois latérales de l'oropharynx. Ils vont limiter la tonsie, ils vont limiter une fosse, c'est la fosse palatine, dans laquelle se trouve la tonsie palatine ou l'amygdale palatine. Je reprends. En ce qui concerne les parois latérales de l'oropharynx. Dans les parois latérales de l'oropharynx s'implantent les piliers du voile du palais. Ces piliers vont limiter, quand vous voyez une fosse, de part et d'autre. Dans cette fosse, il y a la tonsie palatine ou l'amygdale palatine, qui est un organe lymphoïde, comme la tonsie pharyngienne au niveau du rhinopharynx. Voilà l'oropharynx, sa limite inférieure, le cartilage épiglottique. Voilà les parois latérales. On a les tonsilles palatines qui occupent les fosses palatines, limitées par les piliers du voile du palais. Donc ça, c'est le voile du palais ou le palais mou, et ça, c'est ses piliers. La paroi postérieure de l'oropharynx, elle est osseuse, elle répond aux corps vertébraux de C2 et C3, la deuxième et la troisième vertèbre cervicale. Voilà pour l'oropharynx. On passe au laryngopharynx, l'étage inférieur. Donc c'est la partie inférieure du pharynx en regard du larynx. Voilà le laryngopharynx. Et voilà le laryngopharynx sur ce schéma, qui se continue par l'œsophage. Il est situé entre le bord supérieur de l'épiglotte, là où se termine l'oropharynx, et le bord inférieur du cartilage cricoïde. Donc ses limites, c'est l'épiglotte en haut et le bord inférieur du cartilage cricoïde en bas, à la hauteur de la sixième vertèbre cervicale. Toujours sur ce schéma, on peut voir les limites, le cartilage, donc l'épiglotte, et la limite inférieure, le cartilage cricoïde, à la hauteur de la sixième vertèbre cervicale. La face antérieure du laryngopharynx, elle répond au larynx, elle répond à la face postérieure du larynx. La face postérieure du laryngopharynx, elle répond aux corps vertébraux C4, C5 et C6, quatrième et cinquième et sixième vertèbre cervicale. Les faces latérales du laryngopharynx, donc limite avec le larynx, les gouttières pharyngolaryngées, appelées encore sinus piriforme. Donc le laryngopharynx limite avec le larynx des gouttières de part et d'autre. Le larynx, il est en avant
Et ça, c'est le laryngopharynx. Donc le laryngopharynx limite avec le larynx qui est en avant de lui deux gouttières latérales. C'est des gouttières pharyngolaryngées appelées sinus piriforme. L'extrémité inférieure du laryngopharynx forme l'orifice inférieur du pharynx. Voilà l'extrémité inférieure du laryngopharynx. Elle forme l'orifice inférieur du pharynx. Elle est séparée de l'œsophage par un bourrelet muqueux, un anneau ou un bourrelet muqueux semi-lunaire. C'est la bouche de Killian. C'est-à-dire la limite entre le pharynx et l'œsophage est présentée par ce qu'on appelle la bouche de Killian. La constitution du pharynx. Donc on a de la profondeur à la superficie, une muqueuse, voilà sur cette coupe horizontale, on peut voir la constitution du pharynx, voilà, tout ça c'est le pharynx. Ici, la coupe est prise au niveau de l'oropharynx. On a ici la langue avec la cavité orale, les tonsilles palatines, les deux os mandibulaires, l'os mandibulaire avec ses deux parties droite et gauche. L'os mandibulaire, donc il est impair, on a un seul os mandibulaire. Ça c'est la vertèbre. Ça, c'est la glande parotide. Donc, de la profondeur à la superficie, on a une muqueuse, représentée par numéro 25, un plan musculaire, des muscles qui sont tapissés en dedans et en dehors par des fascias ou des aponevroses. En dedans, on a l'aponevrose intrapharyngienne ou fascia interne. Et en dehors, on a le fascia externe. Entre les deux, il y a un plan musculaire qui est formé par des muscles élevateurs et des muscles constricteurs. Je répète, pour la constitution du pharynx, on a de dedans en dehors une muqueuse, le fascia interne ou l'aponevrose intrapharyngienne, un plan musculaire formé par des muscles élevateurs et des muscles constricteurs, et enfin une aponevrose péripharyngienne ou fascia externe. Donc on a une muqueuse, un plan musculaire tapissé en dedans par le fascia interne et en dehors par le fascia externe. La muqueuse, elle tapisse la face profonde de la cavité pharyngienne. De couleur rose, d'aspect irrégulier. Donc l'aspect de la muqueuse, il n'est pas régulier, c'est irrégulier par la présence des ostéomes, des gouttières, des sinus. La muqueuse, elle est en continuité avec celle des fosses nasales, celle de la cavité buccale et avec celle du larynx. Le fascia intrapharyngien ou le fascia interne,
appelée encore fascia pharyngo-basilaire. Nous voilà en vert. Ici, on a le plan musculaire formé par les muscles constricteurs et élevateurs. Ils sont tapissés en dedans par le fascia intrapharyngien. Ça, c'est une vue latérale du pharynx. Le fascia intrapharyngien tapisse la face profonde des muscles du pharynx. Le plan musculaire, voilà, regarde ici, on peut voir les muscles constricteurs du pharynx. On a deux types de muscles au niveau du pharynx, des muscles constricteurs et des muscles élevateurs. Les muscles constricteurs, c'est les plus externes, c'est la couche externe, elle est circulaire. Elle est formée par trois paires de muscles, constricteur supérieur, constricteur moyen et constricteur inférieur. Les muscles se portent obliquement vers l'arrière pour s'unir sur la ligne médiane et forment le raphet médian. Donc on a trois paires de muscles constricteurs qui vont vers l'arrière, ils vont s'unir et former le raphet médian. Donc les muscles constricteurs ce sont des muscles superficiels, représentent la couche externe, en dedans duquel se trouvent les muscles élevateurs. Donc on a constricteur supérieur, moyen et inférieur. Sur cette vue latérale, voilà le constricteur supérieur, le constricteur moyen et le constricteur inférieur. Constricteur supérieur, moyen et inférieur. Ça, c'est une vue postérieure du pharynx, vue postérieure schématique du pharynx. La paroi antérieure, elle est ouverte. Voilà les trois muscles constricteurs, le constricteur supérieur, le constricteur moyen et le constricteur inférieur. Ici, le côté droit, on a ouvert la paroi postérieure. Voilà les trois constricteurs, supérieur, moyen et inférieur. Et en dedans, on trouve les muscles élevateurs. Donc, ils ne sont pas montrés ici. Donc, les muscles élevateurs, on a deux muscles élevateurs. On a le muscle palatopharyngien et le muscle stylopharyngien. La deuxième couche des muscles du pharynx, c'est les muscles élevateurs. C'est des muscles longitudinaux. On a le muscle palatopharyngien qui s'insère sur l'os palatin et se termine dans le pharynx, et le muscle stylopharyngien. On le voit ici. Voilà aussi le muscle stylopharyngien qui est situé dans la face, qui répond à la face interne, la face profonde des muscles constricteurs. Stylopharyngien parce qu'il s'insère au niveau du processus styloïde de l'os temporal. Voilà, pour récapituler, les muscles du pharynx on a deux groupes. Groupe des constricteurs, supérieur, moyen et inférieur, c'est la couche externe. Et une couche interne représentée par les muscles élevateurs. On a deux, le palatopharyngien et le stylopharyngien. C'est des muscles, comme vous voyez, longitudinaux, qu'on trouve
à la face profonde des muscles constricteurs. Ici, les constricteurs sont mis en place. Ici, on a ouvert la paroi postérieure pour qu'on puisse voir les muscles élevateurs. Ici, on a l'oropharynx, là, la paroi antérieure du pharynx, l'oropharynx, le laryngopharynx et la paroi antérieure du rhinopharynx. Ces muscles sont tapissés en dedans par le fascia interne et en dehors par le fascia péripharyngien ou fascia externe. Ils recouvrent les faces latérales et postérieures des muscles constricteurs. Comme les muscles constricteurs sont plus superficiels, ils représentent la couche externe, donc ils sont tapissés par le fascia, c'est eux qui sont tapissés par le fascia péripharyngien ou le fascia externe. Le fascia s'insère en haut, donc en haut, elle s'attache sur la base du crâne. La ponévrose s'attache sur la base du crâne. On va passer au rapport du pharynx. Donc en avant, on connaît déjà les rapports. Le rhinopharynx est en rapport avec les fosses nasales ou la cavité nasale. L'oropharynx est en rapport avec la cavité orale. Le laryngopharynx est en rapport avec le larynx. En arrière, on a l'espace rétropharyngien ou prévertébral. Il est en même temps rétropharyngien et prévertébral. Il répond au rachis cervical de C1 jusqu'à C6, limite inférieure du pharynx. Voilà les rapports postérieurs. Latéralement, sur cette coupe horizontale au niveau de la deuxième vertèbre cervicale, latéralement, le pharynx est en rapport avec l'espace maxillo-pharyngien. Donc cet espace est appelé espace maxillo-pharyngien. Maxillo par rapport à l'os maxillaire inférieur, l'os mandibulaire est appelé encore maxillaire inférieur. Et pharyngien par rapport au pharynx. Cet espace entre l'os maxillaire inférieur ou l'os mandibulaire et le pharynx est appelé espace maxillo-pharyngien. Cet espace, bien sûr, contient des éléments vasculo-nerveux et viscéraux. Donc, les artères, dans cet espace maxillo-pharyngien, on a les artères carotides internes et carotides externes. Les veines, on a les veines jugulaires internes et externes. Les nerfs, on a les 4 dernières paires des nerfs crâniens, le 9, le 10, le 11 et le 12, le nerf glossopharyngien, le nerf vague, le nerf spinal et le grand hypoglosse, et la chaîne sympathique cervicale. Pour les éléments, pour les viscères, on a les glandes parotides et glandes thyroïdes. Voilà pour les rapports latéraux du pharynx. Voilà, sur la coupe frontale, latéralement, donc on a les artères carotides, la carotide externe et la carotide interne, l'artère carotide primitive qui naît de la crosse aortique. Elle se divise en 2 artères carotides internes et externes. Veine jugulaire interne et externe aussi. La glande thyroïde et la glande parotide qui est située sous le conduit auditif externe. Et pour les nerfs, on a
les quatre dernières paires, 9, 10, 11 et 12, sans oublier la chaîne sympathique cervicale, qui est formée par des ganglions nerveux unis par un cordon nerveux. Voilà la chaîne sympathique cervicale. On termine par la vascularisation et l'innervation. On commence donc tout d'abord la vascularisation artérielle. Voilà le pharynx et les artères qui l'irriguent. On a l'artère pharyngienne ascendante. La voilà. Généralement, toutes les artères qui vascularisent le pharynx viennent de l'artère carotide externe, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres branches. Donc l'artère pharyngienne ascendante, comme son nom indique, regardez, elle est ascendante. C'est une branche de la carotide externe qui est elle-même branche de bifurcation de l'artère carotide commune, ou l'artère carotide primitive. Elle chemine sur la paroi latérale du pharynx et se ramifie en plusieurs branches. Deuxième artère, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Elle donne une branche pour le pharynx. Troisième artère, c'est l'artère ptyrigopalatine. L'artère ptyrigopalatine, qui est une branche de la maxillaire interne. Et l'artère palatine ascendante, qui est une branche de l'artère faciale. Donc l'artère faciale naît de la carotide externe et elle donne une branche pour le pharynx appelée artère palatine ascendante. Donc pour récapituler, on a artère pharyngienne ascendante qui naît directement de la carotide externe, artère palatine ascendante qui naît de l'artère qui est une branche de l'artère faciale, l'artère thyroïdienne supérieure, donc c'est une artère destinée à la thyroïde et elle donne une branche pour le pharynx, et la ptyrigopalatine qui naît de la maxillaire interne. La vascularisation veineuse, donc le drainage veineux du pharynx se fait par un plexus veineux sous-muqueux qui se jette dans un plexus veineux superficiel. Le tout va se jeter dans la veine jugulaire interne. Donc les rameaux veineux du plexus superficiel vont se rendre aux veines jugulaires internes, bien évidemment à droite et à gauche. Le drainage lymphatique, donc les collecteurs lymphatiques se divisent en trois groupes. Un groupe postérieur, voilà, qui aboutit au ganglion lymphatique rétropharyngé et de la chaîne jugulaire interne. Donc on a un groupe postérieur, c'est-à-dire en arrière du pharynx. Donc la lymphe, elle va aboutir au lymphoneux rétropharyngien et au lymphoneux de la chaîne jugulaire interne. Un groupe latéral, le voilà, qui se draine dans la chaîne jugulaire interne, et un groupe inférieur qui aboutit au lymphoneux de la chaîne récurrentielle, c'est-à-dire des veines des ganglions lymphatiques qui vont accompagner le nerf récurrent. On termine par l'innervation. Donc on a l'innervation motrice est assurée par le nerf vague et le nerf glossopharyngien.
L'innervation sensitive est assurée par le nerf vague et le nerf glossopharyngien. L'innervation végétative, c'est-à-dire pour le fonctionnement du pharynx, est assurée par le nerf vague et le nerf sympathique. Donc l'innervation motrice en ce qui concerne la motricité du pharynx, c'est-à-dire l'innervation des muscles du pharynx. Et la sensibilité du pharynx sont assurées par le vague et le glossopharyngien. Pour ce qui concerne le fonctionnement du pharynx, donc l'innervation est assurée par le nerf vague et la chaîne sympathique cervicale.